Bonsoir, merci de l'invitation. Oui, effectivement, j'ai peur qu'il y aura moins de danse et de dieux sur des animaux, et de perches chaudes et d'arbres d'automne que j'affectionne beaucoup, comme la plupart des gens ici, j'en suis sûr. Mais je partage effectivement plusieurs points de vue, l'importance du dialogue que vous avez mentionné, ce canal de l'oralité que Nicole a mentionné au début, de prendre le temps. Et je rebondirai sur la présentation de la tradition Baha'i, sur l'importance de trouver de nouveaux chaînes d'action et d'interaction. La justice réparatrice, selon moi, représente un de ces chaînes d'action et d'interaction extrêmement porteur, justement, pour une transition sociale, qui va être pas mal l'objet de ma réflexion aujourd'hui. Transition sociale qui est indispensable à une transition écologique. Parce que justement, dans la déclaration canadienne interreligieuse qui a été écrite pour aujourd'hui, il y a beaucoup l'idée de mixer, de mettre ensemble écologie et justice sociale. Et ça, évidemment, c'est un des points centraux, parce qu'on peut très bien imaginer une transition écologique extraordinaire, technologique, mais avec énormément de sacrifiés, avec énormément de personnes finalement qui souffriraient, qui périraient par manque d'accès à ces ressources-là technologiques. Donc on pourrait très bien avoir une transition écologique absolument désastreuse, quelque part, inégale, qui est dans la continuité de ce qui a été dénoncé, donc capitaliste, individualiste, donc qui serait extrêmement problématique à différents points de vue. Et c'est quoi la justice sociale? Là, je reprends un sociologue de l'environnement, René Odette, que monsieur connaît peut-être, parce qu'il est en sciences de l'environnement aussi. Et René Odette, mais qui faisait une présentation, il disait, c'est quoi le social? On met le social partout, les liens sociaux, l'interaction sociale. Il a dit, une présentation, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment économique. On en reconnaît l'existence, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Donc, j'ai pris le défi, comme sociologue, d'essayer de donner une idée. Pour moi, le social, c'est se gérer nous, c'est se gérer comme collectivité, chose que l'on fait en fait très peu, ou pas du tout, et avant de gérer notre environnement. Ce n'est pas forcément avant dans le sens que ça peut très bien se faire en même temps, mais c'est créer des collectivités pour gérer nos ressources. Donc, l'un étant nécessaire pour l'autre. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je vais ici amener l'importance de la transition sociale pour une transition écologique, rappeler brièvement peut-être l'état d'urgence, faire un rapide diagnostic de pourquoi on en est arrivé là, regarder les voies de sortie un peu, surtout montrer comment la justice réparatrice peut montrer à ça, puis si j'ai encore un peu de temps, les défis de cette justice réparatrice. En avril dernier, j'avais été très marqué par un genre de hasard, mais pas vraiment de hasard, que dans le même cahier du Devoir, il y avait des articles sur le génocide rwandais, et quelques pages plus loin, il y avait sur la crise climatique. Et ça m'a frappé justement parce que c'est dans les deux cas, pour ceux qui connaissent le génocide rwandais, dont on commémorait les 15 ans en avril dernier, il y a des personnes qui vont complètement accepter qu'il y a des milliers, voire des millions, voire des milliards de sacrifiés. Le génocide rwandais, c'est fait sous nos yeux, je peux le dire, c'est fait sous les yeux de beaucoup d'observateurs. Et quelque part, ça n'a pas eu l'effet escompté que si on le voyait, on allait intervenir. Ça c'est quand même fait malgré ça. Et la crise climatique pourrait se dérouler de la même manière. On pourrait voir tous les jours, on commence à en voir déjà en fait, des articles qui nous disent telle ville engloutie, tel nombre de morts, puis bon, voilà, on continue à aller travailler, puis ça serait extrêmement problématique, comme j'ai déjà dit, d'où l'importance de la transition sur le plan social. Je rajoute aussi que c'est peut-être un indispensable. Il y a un projet de recherche qui a été fait justement par la Coop Carbone, l'organisme qui s'appelle Solon, une chaire de recherche sur la transition écologique à l'UQAM, qui avait conclu que les principales motivations des citoyens pour s'engager dans une démarche écologique, c'était, je le cite, renforcer les liens, favoriser l'inclusion et accroître le sentiment de sécurité, surtout pour les enfants. Donc on n'était pas ici dans « je veux un monde plus écologique, je veux une nouvelle verte », on était vraiment dans quelque chose de très humain. Donc je trouve qu'ils en parlaient comme les déterminants sociaux de la transition écologique, et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans à retenir. Il va nous falloir s'approprier des changements qui vont être nécessaires pour cette transition,
il va falloir considérer les motivations sociales, il va falloir considérer que ça doit ajouter de la convivialité, des formes de reconnaissance, un sentiment de travailler pour plus grand que soi, je cite encore l'étude ici. Et c'est là pour moi que la justice réparatrice va pouvoir amener sa part, tout comme les traditions religieuses qu'on a évoquées et celles qu'on n'a pas évoquées ce soir non plus. D'avoir prise sur des enjeux qui nous dépassent tous. L'enjeu des changements climatiques nous dépasse, je pense, largement. Cette appropriation est pour moi également nécessaire dans le cas de traumatismes passés. Et la justice réparatrice va aussi jouer là-dessus pour tenter de restaurer les liens là où il y a eu des traumatismes. Alors j'aimerais ici rappeler un peu, peut-être, on parle beaucoup d'état d'urgence climatique. J'aime bien demander, est-ce qu'il y a des climato-sceptiques dans la salle? Levez la main. Oui, j'en vois un ici, en blague. Est-ce qu'il y a des climato-anxieux? Des gens qui sont anxieux par rapport au changement climatique? J'en vois que 2 là-bas, donc on est 3. Ici, il y a des simili anxieux. Alors vous allez m'excuser de peut-être faire monter un peu le niveau d'anxiété. On est en ce moment à 1 degré de température et on voit déjà des canicules et quelques inondations. Les prévisions à 2 degrés parlent du fond du pergélisol, donc pergélisol qui libérerait donc 80% du méthane, qui est un gaz à peu près 90 fois plus puissant que le CO2. À partir de là, si ça arrive, le GIEC, qui a été nommé tout à l'heure, donc des experts scientifiques à travers le monde, estiment que là il y aurait un cycle auto-alimenté du réchauffement. Il y aurait quelque chose qui serait impossible à arrêter. Donc l'idée d'enrayer la crise climatique est déjà un peu derrière nous. La plupart des chercheurs parlent aujourd'hui d'atténuer les effets. Donc l'idée d'enrayer, c'est quelque chose qu'il faut déjà laisser tomber. À 3 degrés, entre 2050 et 2100, on parle de disparition de plusieurs villes côtières, élévation du niveau des mers, donc Shanghai, Miami et Québec qui seraient engloutis, des réfugiés climatiques par centaines de millions, une instabilité politique, montée des conflits comme on peut imaginer. 4 degrés, entre 2050 et 2100 toujours, 75% de la population, je dois ralentir, hein. Okay. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça, mais je suis cette indication. Exposé à des vagues de chaleur mortelles. Et j'ajoute encore un petit peu d'éco-anxiété, après j'arrête, en disant que le GIEC est souvent jugé conservateur, en fait. Par le passé, leurs pires suppositions ont été confirmées ou dépassées. Les études les plus alarmistes parlent de 7 ou 8 degrés. Et la 3e extinction de masse, qui a vu disparaître 96% des espèces vivantes sur la planète, était à 5 degrés. Donc on dépasserait, selon les scénarios, les pires. Donc quand on voit 500 000 personnes dans les rues, quand on voit des gens qui s'accrochent au pont, quand on voit ce mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, que vous avez peut-être déjà entendu, qui disent qu'il nous faut une mobilisation de l'ordre de la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas dans quelque chose, ils ne sont pas tout à fait déconnectés, quand on voit finalement l'état d'urgence qui arrive. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Dans une manifestation, j'ai vu une pancarte qui pour moi en disait long: si la planète était une banque, on l'aurait déjà sauvée. Donc, je pense que vous comprenez ici ce que je veux dire. Et cette idée partagée par 2 sociologues qui s'appellent Pierre Dardot et Christian Laval, qui dit que le monde commun est une illusion. L'idée de partager un monde commun, ça a été un peu évoqué, c'est un peu une illusion dans cette concurrence généralisée, cette domination de la propriété privée. Le pape François, vous devez savoir mieux que moi qu'il y a des journées de prière pour la sauvegarde de la création maintenant au Vatican, amenées par le pape François, qui disait voilà, que la nature, on la regarde comme une grande possession privée. Donc qui est très problématique là-dedans. J'essaie de faire attention pour la traduction. Concentration des richesses, je donne juste un chiffre. En 2018, 26 milliards possédaient autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. En 2017, c'était 43, donc c'est quelque chose qui augmente. Et aussi donc une perception de la vie bonne qui va un peu à l'opposé de ce qu'on nous a présenté depuis le début de la soirée, qui est plutôt axé sur le confort matériel, la recherche de la maison, si je vais dans les clichés, la pelouse, etc. Mais donc on se comprend, donc on recherche à maximiser notre bien personnel. Et l'idée ici n'est pas de se juger, parce que ça ne nous servirait à rien, mais de constater cette réalité. On peut individuellement aller à l'encontre de ça, mais collectivement, ça reste le schéma dominant dans lequel nous sommes. Donc ça aggrave de jour en jour les fractures sociales et écologiques.
Il y a un livre qui s'appelle Le Petit Traité de... S'il vous plaît, allez un petit peu plus lent. Je suis vraiment désolé, Ouais. j'ai essayé déjà. Alors, je vais essayer. Il y a un livre qui s'appelle Petit Traité de résilience locale, qui essaie de regarder différents aspects de la résilience. Il y a 4 spécialistes qui nous disent finalement que notre écosystème est de moins en moins résilient. Plus il a gagné en efficacité et plus il a perdu en résilience finalement. On le voit avec les différentes crises écologiques, économiques, politiques, hein, regard sur la démocratie, et psychiques, la dépression, les burn-out, etc. Par ma déformation de la justice réparatrice, quand j'entends crise ou conflit, j'entends aussi opportunité. Je ne suis pas le seul, je pense, ici à avoir cette déformation. Donc cette urgence, cette nécessité de créer des petits systèmes résilients pour retrouver finalement une capacité d'agir, une véritable capacité d'agir, un vrai usage collectif, une vraie intégration entre les humains et la nature, va passer par des nouvelles institutions, va passer par des nouvelles manières de autogouvernement démocratique, autoproduction collective. Et d'autres, ce que les sociologues Pierre Dardot et Christian Lavelle appellent les communs. C'est un livre qui s'appelle Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle. Je ne décrirai pas plus ici, mais c'est l'idée de mettre l'accent sur la communauté. Une nouvelle manière de faire communauté, ce n'est pas l'idée de revenir au village d'antan. Et du collectif pour essayer de définir nos priorités et pour essayer de gérer nos ressources. Est-ce que ça va derrière? Oui, c'est bon. Pour gérer ces communs, pour cette transition, il va falloir mieux nous parler, mieux gérer nos conflits. Et mon point, c'est surtout apprendre à les gérer par nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ou peut les gérer, ou plus les gérer. On laisse beaucoup l'État, le marché, le faire. Réfléchissez à un conflit entre voisins, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, on ne fait rien. Bon. Puis on est bien content s'il y a un acteur extérieur qui intervient et qui le règle pour nous. La justice réparatrice est profondément d'inspiration autochtone, j'imagine que plusieurs le savent. Et pour moi, c'est justement l'illustration parfaite de la manière dont on doit faire cette transition. Donc, qui a déjà entendu parler de justice réparatrice ici? Bon, alors je pars quand même avec déjà un public de convaincus, mais certaines personnes me regardent en me disant... Alors, je vais quand même essayer de expliquer brièvement, sans réduire la chose. On va considérer qu'il y a 3, 4 grandes pratiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent en justice réparatrice, mais il y a 3 grandes catégories. La première, qui m'apparaît au cœur, c'est ce qu'on appelle la réconciliation victime-délinquant, ou les rencontres détenus-victimes. Je ne vous cache pas que j'ai été moi-même dans un RDV, donc rencontre détenus-victimes, à titre de membre de la communauté. Et même si j'étais ni offenseur ni victime, ça a eu un effet extrêmement fort sur moi et sur ma manière de voir beaucoup de choses. Mais également cette réflexion en lien avec la transition sociale. Je m'implique donc comme bénévole au Centre de services de justice réparatrice dans Villeray, qui offre des RDV, donc qui réunit, je répète, des membres de la communauté, des ex-victimes et des ex-offenseurs, pour créer un espace de parole où victimes et offenseurs peuvent se rencontrer et s'exprimer librement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas d'objectif visé. Il y a des effets constatés, évidemment, qui vont être souvent la prise de conscience de l'impact du crime, qu'il soit un cambriolage, un vol, un viol, un meurtre, un inceste. Donc ça va, si je peux me permettre, d'un petit crime à un gros crime, sachant qu'il est extrêmement difficile de juger. On va constater une libération des émotions destructrices,
et une compréhension mutuelle des parties adverses. Il se passe dans ces cercles-là une énergie très très forte, extrêmement transformative, qui est extrêmement difficile de décrire. J'ai quand même une petite citation qui traduit peut-être un peu cela, d'une femme qui a participé, dont la jeune fille avait été assassinée, et qui dit « J'avais enfin des meurtriers devant moi, et je pouvais leur demander tout ce que je voulais. Les gardiens étaient partis, et j'étais seul. J'étais seul avec ma peur et ces hommes capables de tuer. Je me suis senti vulnérable, mais profondément respecté. Ils étaient 10. La vie m'avait fait ce merveilleux cadeau de mettre devant moi les 10 hommes que j'avais rêvé de tuer. Et ma rage s'est évanouie. J'ai senti que je pouvais fermer cette porte, que cette rage était désormais domptée. Donc, ce que vont permettre ces rencontres des devenues victimes, c'est une réparation psychique des torts causés, l'idée de réhumaniser l'autre, de rééquilibrer les rôles et les pouvoirs, en fait. La métaphore de la petite chaise et la grande chaise quand on s'assoit avec quelqu'un. Une démarche de compréhension, de responsabilisation et de réparation. Et une reprise de confiance à la communauté. Et c'est là mon point avec la transition sociale. Parce qu'il n'y a pas grand monde que je connaisse qui a été proche de ce genre de pratique et qui n'est pas ressorti avec un sentiment très fort que l'humain peut tout surmonter, en fait, grâce à la communauté. Et renverse donc un peu l'idée dominante que j'ai évoquée, que mon bien-être personnel va se faire en maximisant des ressources, va se faire au détriment des autres, va se faire en compétition avec les autres. Donc, c'est là-dedans que pour moi il y a un prisme qui est majeur. Donc, cette opportunité finalement de redonner confiance en la communauté. Il y a d'autres types de pratiques qui sont les concertations familiales, les cercles de sentence, les cercles restaurateurs, les conseils, les commissions de vérité et réconciliation qu'on voit en font partie. Ça fait quand même si on peut être critique des différentes recommandations qui ne sont pas suivies, on peut quand même voir, selon Carrie Boyd, une avocate, qui dit que ça renforce quand même le sentiment de communauté pour affronter des compagnies, des gouvernements qui apparaissent un peu inatteignables. Donc, il y a quand même cet effet-là qui est intéressant. J'insisterai sur le fait que la justice réparatrice, les RDV surtout, rencontre des devenues victimes, ne garantissent rien initialement. Ça ne garantit pas de résoudre des faits, de clarifier des éléments, de thérapie, d'un pardon. J'ai déjà vu des victimes refuser des pardons à des offenseurs. C'est pour ça que Howard Zehr, qui a théorisé, a dit la justice réparatrice, c'est une invitation au dialogue et à l'exploration. C'est tout. Et comme certains disent parfois, au pire, ça ne fait rien. Mais comme ça marche toujours, ben, ça redonne l'espoir en l'humain et sa capacité réparatrice de la communauté. Mais le caractère imprévisible ici, ou incalculable de la démarche, est très important. Donc, dans cette idée que le crime n'a pas juste affecté une personne, il y a eu des victimes secondaires, il y a eu les offenseurs, il y a eu la communauté. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup de la toile d'araignée, un crime crée un trou dans une toile d'araignée, et ça fragilise toute la toile d'araignée. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ce trou? Est-ce qu'on essaye de le réparer ou est-ce qu'on ne le fait pas? Donc c'est à toute la communauté de le décider, ce n'est pas aux deux personnes qui sont autour. Et cette époque d'incertitude, d'anxiété par rapport au changement climatique, crée plein de trous. Et c'est difficile d'aller vers ces trous. Ça fait plus peur qu'autre chose. Si je file la métaphore, on peut avoir peur d'y tomber. Et on ne sait pas trop comment réagir. On voit même les riches qui se construisent d'autres toiles d'araignée, dans des tunnels, sur Mars, etc. Donc il faut amener le récit d'une transition pour tous et par tous. D'où l'idée d'en faire le récit. Les traditions religieuses ont un rôle à jouer très fort là-dedans pour moi, de faire ce récit-là d'une transition qui est possible pour tous. Donc je finirai, même si je suis trop loin de tout ce que je voulais dire, comme la justice réparatrice comme remède, finalement, pour réparer et aider à se reconstruire individuellement et à petite échelle, mais aussi comme vaccin, pour prévenir les conflits, pour reconstruire les tissus sociaux
pour redonner confiance et pour affronter d'autres défis et politiser en fait au sens large la communauté. Parce que cette pratique-là ramène le conflit dans la communauté et donc la politise en même temps. Merci.